Le frisson de l'arbre, un podcast généalogique par Murmure d'Ancêtres. Le Becherel de la généalogie. En ces temps de rentrée scolaire, rappelons quelques règles d'orthographe et de grammaire applicables à la généalogie. Premièrement, les noms propres n'ont pas d'orthographe. Tout généalogiste a été confronté à cette règle. Pendant longtemps, l'orthographe des noms n'était pas fixe. Du coup, le nom Alary, orthographié avec un A, devient facilement Alary avec un H au début ou un I à la fin à la place du Y. Ça se complique quand les générations déménagent souvent et que le patronyme évolue à chaque fois. Il m'a été difficile de pister les Lejar quand ils sont devenus Jar, puis Jar avec un D, Lejar avec un G, Anjar avec un G. Heureusement qu'ils avaient des épouses bien identifiables. Autre exemple. Dans le même acte, Jean-Jacques Baudin signe Boudin, mais sa fille Marianne signe Baudin. Parfois, le nom inscrit dans la marge de l'acte n'est pas orthographié de la même manière que dans le corps de l'acte. Mais ça, ne faites pas attention, c'est pas très grave. Cela s'explique par les nuances dialectales ou phonétiques. Le curé neuf n'est pas du pays et a du mal à se faire à l'accent du coin. Ou à l'illettrisme du porteur de patronyme, qui n'est pas capable de corriger le rédacteur. Mon astuce ? Gardez l'esprit bien ouvert lorsque vous recherchez un patronyme et ne vous arrêtez surtout pas à la forme que vous connaissez. Comme les trains, un nom peut en cacher un autre. Deuxièmement, manque de chance, les noms communs n'ont pas d'orthographe non plus. Là, c'est la galère. Et comme la grammaire, ce n'est pas beaucoup mieux. Mon astuce ? Bon courage. Troisièmement, toponymie, la théorie de l'évolution. Avec les toponymes, on parle bien des noms de lieux, pour ceux qui sont assis près du radiateur. Il faut garder à l'esprit qu'ils ont tous connu au moins une évolution, et la plupart plusieurs. La première est celle de l'époque post-romaine. Par exemple, quand Augustoritum devient Limoges. Mais en généalogie, vous aurez peu de chances d'y être confronté. Par contre, des évolutions postérieures, c'est nettement plus probable. Par exemple, quand le lieu-dit Pierre-Is devient Pierris, en un seul mot, puis Le Pierry. Pour les noms des grandes villes ou grosses paroisses et communes, les évolutions sont assez reconnaissables, car bien connues en général. Mais pour les lieux-dits ou hameaux, cela peut se compliquer. Entre les paroisses qui ont disparu, les noms qui changent au fil du temps, etc., il peut vite devenir laborieux d'identifier ou de retrouver le lieu qui a abrité votre ancêtre. Mon astuce ? Lancez un projet collaboratif pour recenser tous les lieux-dits de la carte de Cassini. Celle-ci est la première carte géométrique du royaume de France, dressée par la famille Cassini au XVIIIe siècle. Voir sa numérisation sur le site de Gallica. Et surtout, n'oubliez pas de publier en accès libre sur le net, ça peut toujours servir aux autres. Quatrièmement, et si on inventait la ponctuation ? Non, finalement. Du coup, dans un acte notarié moyen, une seule phrase peut faire entre 70 et 100 lignes dactylographiées, soit plus d'1 millier de mots. Proust peut aller se rhabiller avec sa phrase la plus longue, qui ne contient que 243 mots, du côté de chez Swann. Mine de rien, la ponctuation aide vachement bien à la compréhension d'un texte. C'est en son absence qu'on s'en rend compte le mieux. Mon astuce ? Faites la transcription au kilomètre, même si vous n'y comprenez rien, et relisez le tout ensuite, éventuellement à tête reposée, si possible à haute voix. Après, le sens du texte viendra peut-être. Ou pas. Cinquièmement, un mot qui n'existe pas, il existe quand même. Vous êtes en train de transcrire un texte. L'écriture est peu familière et la tâche est ardue. Soudain, vous tombez sur un mot qui n'existe pas. Vous pensez que vous lisez mal. Eh bien non. Parfois, le mot n'existe vraiment pas. Ou tout au moins, il n'existe plus, car la courte mémoire des hommes l'a oublié. Affouage, grangeage, intestat, rite, spectable,
ne sont pas des erreurs de Scrabble. Un jour, ils ont tous eu leur propre définition officielle. Ceux-là, et d'autres rencontrés au fil de mes lectures, trouvent leur explication dans la page lexique du blog Murmure d'Ancêtre. Mon astuce ? Ne vous arrêtez pas à ce que vous savez. Comme dirait l'autre, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Merci, Socrate. Sixièmement, les règles de majuscules, il n'y en a pas. En matière de majuscules, il n'y a qu'une chose à retenir, il n'y a pas de règles. Et quand il n'y a pas de règles, c'est l'anarchie. Ici, c'est donc ce que l'on appelle l'anarchie majusculaire. Dans la même phrase, le prénom est écrit sans majuscule et le nom avec. Ou pas. Pareil pour les noms communs finalement. Seul Dieu a le droit à sa majuscule systématique. Ou presque. Mon astuce ? Les majuscules, après tout, on s'en fout. Septièmement. En annexe, la paléographie pour les nuls. Jeune généalogiste. Jeune dans la pratique, pas forcément en âge. Tu es soudain confronté à un texte du XIXe siècle dont l'écriture est indéchiffrable. Cela te décourage et tu décides d'arrêter la généalogie. Erreur ! Parce qu'au XVIIe et même au XVIe siècle, il y a de magnifiques documents tout à fait lisibles. Le vieil âge n'est pas forcément synonyme d'incompréhension. Mon astuce ? Ne vous découragez pas. Si vous ne souhaitez pas faire appel à un paléographe professionnel, ou si vous n'avez pas le temps ou les moyens de faire une formation, je vous conseille de lire et relire le document. À force de patience, la graphie du préposé aux écritures devient plus familière et la lecture plus aisée. Si votre environnement le permet, lisez à haute voix, vous percevrez peut-être quelques secrets. Alors, amusez-vous bien! Retrouvez tous les podcasts et les articles sur le blog Murmure d'Ancêtre.